l'un des fondateurs de la société d'encouragement était un des frères Montgolfier. En 1801, c'est Bonaparte qui dit, écoutez, on est en train de se faire avoir, il y a une révolution industrielle, il faut que l'ensemble des parties prenantes, la société civile, les fonctionnaires, les collectivités locales, les scientifiques, les entrepreneurs, les banquiers, appellent au peuple, il faut qu'on monte une société d'encouragement pour encourager les entrepreneurs et pour que l'innovation se diffuse. Il faudrait qu'on se relève les manches pour inventer l'industrie de demain. On ne sait pas très bien ce que sera l'économie de demain. Eh bien, vous allez voir un peu les personnes qui ont été sélectionnées par les comités. On a un peu l'idée de l'économie de demain grâce à eux. Au comité communication et formation, on s'est beaucoup interrogé, on a beaucoup échangé sur l'impact de la crise sanitaire sur l'éducation. Et c'est tout à fait unanimement qu'on a pensé à Frédéric Bardot et Simplon. Plus de 13 000 personnes formées au métier du numérique, essentiellement pour plus de la moitié un niveau initial inférieur au bac. Les 2/3 trouvent un emploi ou poursuivent leur formation. Et votre volonté se trouve aussi dans votre mission sociale, puisque Simplon est labellisé French Tech, grande école du numérique, entreprise au statut d'entreprise sociale agréée solidaire. L'objectif, c'est de former des jeunes, mais aussi des moins jeunes, essentiellement issus des milieux de quartiers défavorisés, de zones rurales, éloignés de l'emploi et de la formation. Vous parlez de gratuité de la formation pour vos apprenants, mais vous avez tout de même levé 18 millions d'euros auprès de gens comme Amundi ou la Caisse des dépôts. On fait du 100% présentiel, on croit au face-à-face pédagogique et on pense vraiment qu'on ne peut pas apprendre un métier en regardant des MOOC sur Internet. Sauf qu'en mars 2020, on a été obligé de se mettre au distanciel et donc ça a été très très difficile pour nous. On s'est beaucoup adapté, les équipes pédagogiques ont fait un travail extraordinaire. Donc on le fait à notre manière, on fait du télé-présentiel. Ça veut dire que les gens sont en face à face, mais en Zoom, comme on l'a tous vécu. Synchrone, ça veut dire que les gens sont toujours connectés les uns avec les autres comme un groupe, comme une vraie classe. Et sur ce long chemin camusien, quels sont les projets de Simplon ? Quand j'ai vu l'édito du président, j'ai vu la devise « Sed itur ad astra ». Et nous, chez les geeks, on dit « The sky is the limit ». La limite, c'est le ciel. Je suis très fier, très honoré. Et je pense que j'en ai déjà parlé avec madame ici. Je vais devenir un lauréat et très vite un membre très actif. Je suis très fier de remettre ce Montgolfier à une étoile montante de l'investissement infrastructure. Il s'est vraiment intéressé à la thématique du renouvelable, la transition écologique, et ceux qui s'intéressent et qui financent cette transition écologique, cette transition énergétique, sont au cœur de ça. Airgreen, c'est 2400 mégawatts. On a évité avec ça 1500 kilotonnes de CO2 avec 1 milliard d'actifs. Aujourd'hui, quand on parle de transition énergétique, d'adaptation au changement climatique, ça paraît tellement évident et il faut être stupide pour ne pas avoir investi dans ce secteur. Je vous promets, quand j'en parlais au départ, c'était tellement dur. On me prenait vraiment pour un dingue. Il n'y a pas beaucoup de monde qui m'a fait confiance et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui étaient un peu éclairés sur le sujet et qui ont cru. Et Thierry, t'en fais partie et sans toi, on n'aurait pas pu accompagner plus de 50 entrepreneurs, on n'aurait pas pu créer plus de 2000 emplois. Et je me suis dit, comment on fait pour aligner les besoins de l'entrepreneur avec celui des investisseurs? Qui doit prendre du risque? Qui est l'entrepreneur? Et Airgreen, en fait, c'était ça. C'était trouver un secteur qui avait du sens, mais le faire avec des gens qui se projetaient sur des temps très longs, qui étaient capables de garder le risque de l'entrepreneur. Et c'est important dans une soirée comme aujourd'hui, parce que l'innovation, ça se fait comme ça. Il faut être capable de prendre son risque, et les financiers ne sont pas là pour dérisquer un entrepreneur, ils sont là pour l'accompagner. Et Airgreen n'a fait qu'une seule chose, accompagner les entrepreneurs. Aujourd'hui, on a énormément d'entrepreneurs en France et en Europe qui sont des leaders dans la transition énergétique parce qu'on a eu des subventions qui ont été données à cette époque-là. Et aujourd'hui, on est capable de produire des électrons verts au même prix que les énergies fossiles. Donc, il faut remercier et surtout pas détruire ce qu'on a fait par le passé. Cher Vivien, c'est un grand plaisir pour moi de
vous avoir ce soir et que vous ayez accepté de recevoir le prix Montgolfier du Comité des arts chimiques. J'admire beaucoup tout ce que vous avez fait et j'aurais aimé le faire moi-même. Et vous avez monté Activation. Actuellement, maintenant, vous avez une vingtaine de personnes qui travaillent et qui travaillent notamment en particulier dans la chimie biosourcée, si on peut dire, c'est-à-dire que vous développez des procédés, beaucoup de procédés provenant de produits naturels. Alors la chimie, effectivement, ça paraît toujours effectivement compliqué. L'objectif, c'est qu'on ait une acceptation environnementale et qu'on soit exemplaire d'un point de vue environnemental. Dès 2022, nous démarrons l'unité et nous allons produire les premières 50 tonnes de produits qui démarrent de matières premières renouvelables, avec un impact environnemental qui nous permet de ne pas être classé ICPE. Au nom de l'ensemble du comité agriculture et industrie agroalimentaire, je suis très heureuse de remettre un prix à Connecting Food. L'un des membres de la société d'encouragement au XIXe siècle, c'était Jean-Anthelme Brillat-Savarin, bien connu pour son fromage, mais aussi pour cette citation que j'aime beaucoup, qui est « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». Alors on va dire que la version Connecting Food 21e siècle, c'est dis-moi ce que tu manges, je te dirai d'où ça vient. Longue vie à Connecting Food et bravo pour tout ce que vous faites. Quel meilleur pays dans lequel créer Connecting Food que la France, le pays de l'agriculture, le pays de l'alimentaire. Donc, comme vous avez vu, moi je suis d'origine britannique, Stefano d'origine italienne, mais ça fait 20 années que tous les deux on travaille en France et on a décidé de créer la société ici parce que justement, c'est un pays très puissant en agriculture et très puissant en agroalimentaire. Et donc, nous, on est convaincus que demain, l'alimentaire devra être porté à la fois par la qualité des produits physiques et par ce qu'on appelle les digital twins, c'est-à-dire augmenter le produit par son image digitale. Et c'est ça qui va faire la différence entre un produit lambda et un produit qui a de la valeur, qui reconnaît les engagements des producteurs, qui leur permettra de gagner mieux leur vie. On espère d'avoir votre soutien, mais quand on a vu que des Français ont inventé ça, on peut tout réussir. Bravo. On mesure toute l'importance que peut avoir une boulangerie dans un village. Et chaque fois qu'un commerce disparaît, si le café disparaît, c'est la mort du village. Si une boulangerie disparaît, c'est la mort de 2-3 villages. Alors Cécile, Nicolas ont développé, vous l'avez vu, déjà 16 lieux, et ils ont inventé d'en développer 50 lieux artisanaux sur notre territoire. Ça ne peut être que l'avenir de notre pays qui passe par des jeunes entrepreneurs comme ça. Pour vous présenter un peu, on a démarré tous les deux il y a 16 ans, on était que tous les deux et on est issus de l'apprentissage, donc on croit beaucoup à ça. On forme beaucoup d'apprentis, du CAP jusqu'aux licences, même des masters. Et ça, c'est des valeurs humaines qui sont très très importantes pour nous. On a une autre valeur qui est très importante pour nous, c'est le produit. C'est vraiment très important pour nous que tous nos produits soient faits maison, avec des matières premières de qualité que nous sélectionnons. Paris, c'est un territoire de conquête que j'espère pour 2022. On espère pouvoir vous accueillir, enfin pouvoir vous nourrir à travers nos émotions. Gaëtan, c'est un ingénieur en robotique et également un entrepreneur. Ce que Gaëtan a fait avec son équipe, c'est exceptionnel. D'une idée qui est la pénibilité du travail dans les champs, il a réussi à appliquer la technologie dans un monde qui pourrait paraître être un monde un peu simple, alors qu'en fait la tech, dans l'agriculture, c'est essentiel. Oui, c'est essentiel. Ça plaît beaucoup aux agriculteurs. On s'en rend pas compte, mais ils sont très très technophiles. Et surtout, en tout cas, c'est ce qu'on croit à Naïotechnologie, c'est
un des moyens de permettre à l'agriculture de devenir à la fois plus productive, parce qu'on nourrit de plus en plus de monde partout dans le monde, et en même temps plus durable. Donc durable, résiliente au changement climatique, et durable, plus respectueuse de l'environnement. Avec mon associé, on est devenu entrepreneur un peu par hasard, sans faire exprès, pas à pas. Et vraiment, quand on parle de robots, c'est un objet final, ça reste un outil, mais ça nécessite plein de compétences pour y arriver, et notamment la compétence agricole finale des clients. Donc depuis le début, on travaille vraiment main dans la main avec les clients, qui nous expliquent ce dont ils ont besoin, pour pas qu'on parte dans des délires d'ingénieurs. Voilà, bon, ça arrive. Bravo pour votre technologie. Merci beaucoup, merci à tous. Alors Scalinx, c'est une pépite nationale. Ils produisent des circuits intégrés qui sont vraiment au cœur de systèmes, aussi bien de défense que de télécommunications. Pourquoi tu as fondé Scalinx, Hussein? J'ai toujours su depuis très petit qu'un jour j'allais monter une entreprise. Et doublement chanceux et privilégié parce que j'ai toujours j'ai su très tôt en tout cas que ce serait dans l'électronique. Je pense que quand j'avais 10 ans, j'ai démonté un petit jeu électronique et quand j'ai vu tous ces composants, toutes ces puces électroniques à l'intérieur, j'ai dit que c'est ça que je veux faire. Après une dizaine d'années passées dans l'industrie du semi-conducteur et dans la recherche appliquée, je me sentais prêt pour fonder Scalinx parce que j'avais une idée de technologie qui pourrait être intéressante pour cette industrie, parce qu'il y avait une opportunité. Les composants que Scalinx développe, ce sont des convertisseurs analogiques numériques. Donc on parle de transformation numérique, mais le monde dans lequel on vit, lui, il est analogique. Donc il faut faire la transformation de l'analogique vers le numérique. Toute l'information aujourd'hui est traitée et stockée massivement dans le domaine numérique. Néanmoins, on vit dans un monde analogique. Et donc grâce aux capteurs qui nous entourent, on est entouré de capteurs, on arrive à capter ces signaux qui viennent du monde réel, les ondes radio, la voix, l'image, tout ça c'est ce qu'on appelle des grandeurs analogiques. Et donc il faut un composant entre le capteur, qui est connecté au monde réel, et le traitement numérique qui se fait avec des microprocesseurs. Et nous, Scalinx, c'est là qu'on intervient. On développe vraiment ces composants qui sont à l'interface entre les deux mondes, le monde analogique et le monde numérique. L'impression 3D a fait beaucoup de chemin. On utilise différents matériaux, on peut faire de l'impression 3D avec du béton comme on l'a vu, du métal, du plastique, des polymères, enfin beaucoup de choses maintenant, presque tout. Et on peut le faire aussi à des échelles, et c'est ça qui est un peu nouveau, à des échelles qui sont des échelles architectoniques. On peut produire des éléments de construction. Et c'est ça qui d'abord nous a intéressés dans le comité construction et beaux-arts, parce que c'est à la fois de la construction, bien sûr, physique, et en même temps beaucoup de conception. On a notamment la chance d'avoir dans notre capitale des acteurs du secteur qui ont reconnu la pertinence de cette technologie, donc notamment Vinci Construction, Lafarge Holcim, Sordon Tomasetti, qui est un bureau d'études d'ingénierie structure américain. On croit à l'architecture, on croit à la possibilité d'améliorer la qualité des espaces qui nous entourent, mais aussi plus durable. Et c'est pour ça qu'on a choisi le béton. Le deuxième produit le plus consommé au monde, après l'eau, la matière essentielle du béton qui s'appelle le ciment, génère dans sa fabrication 8% des émissions mondiales de CO2. Donc on s'est posé la question comment contribuer à la réduction de l'empreinte carbone de la construction. On consomme entre 50 et 60% de béton en moins pour la même structure.